Salut tout le monde, c'est Starter. Bienvenue pour le débriefing du Grand Prix de France de Formule 1. De retour après l'annulation de l'édition de 2020, le circuit du Castellet dans sa configuration de 5 km 842 avec sa chicane nord dans la ligne droite du Mistral pour cette édition 2021, avec toujours 2 zones de DRS en course et surtout du public au rendez-vous pour le spectacle. Et là vous allez me dire, le spectacle au Castellet ce n'est pas possible, en 2019 c'était ennuyeux, ce circuit c'est un parking avec ses dégagements, tout ça. Bah pourtant, ce circuit qui porte le nom de son créateur a quand même tout pour plaire. Je vais quand même le défendre tout en disant qu'il n'est pas adapté à la Formule 1 d'aujourd'hui. J'ai bien dit celle d'aujourd'hui, celle d'avant c'est sûr, mais celle d'aujourd'hui... Et en plus, c'est quand même triste à dire parce que il y a quand même des installations qui sont au plus haut niveau, avec des dégagements pensés pour être une autre alternative que le gravier ou le gazon, avec ces fameuses bandes de couleurs abrasives. Parce que oui, ces bandes de couleurs permettent de ralentir les voitures en transversale, surtout les rouges. Et comme on peut l'entendre depuis le début du week-end, en fait c'est du papier à poncer. Et je vous assure que c'est vrai. Oh que oui, parce que d'expérience, j'ai pu entendre des pilotes me dire que ces dégagements ralentissaient vraiment la voiture. Et bouffer les pneus aussi. Ah oui, quelle que soit la gomme, sa composition, tout ça, le pneu souffre en passant dessus. Et puis d'ailleurs, ce système de dégagement devait être une norme, enfin devrait même être une norme sur des circuits qui ont des parkings à la place des graviers. Je vous laisse deviner lesquels. Il y a peut-être un circuit qui a adopté ce système, c'est celui de Abu Dhabi. Si, dans la grande ligne droite, juste avant le freinage de la petite épingle. Ouais, il y a des bonnes abrasives à ce niveau-là. Je vous promets, vous pourrez aller voir. Le circuit du Castellet en lui-même est aussi un tracé qui est technique, très rapide, qui dispose quand même de 167 configurations possibles pour rouler. On a le choix. Et si je dis que ce circuit n'est pas adapté à la F1 actuelle, c'est que je chipote parce que c'est un peu dans le détail en fait. Bah déjà, ce qui est bizarre, c'est ces stands qui sont trop petits pour une seule équipe de Formule 1. Bon, enfin petit, c'est vite dit parce que c'est des stands qui sont coupés en deux avec le garage et des bureaux pour les ingénieurs, douche et WC comprises. Alors pour les ingés, c'est le confort. Mais alors, pour le garage, avec toutes les installations qu'ont les équipes aujourd'hui, surtout avec les îlots centraux qu'on peut retrouver avec les voitures, les caisses sur les côtés, toutes les installations, on se sent très vite à l'étroit. Ah, c'est bien simple. Les stands de Castellet, je les ai connus. J'ai aussi connu ceux de Monza, qui sont un vrai confort. Même ceux de Francorchamps, qui sont une cathédrale. Ah, je vous jure, la hauteur du plafond, c'est énorme à Francorchamps. Alors, je peux vous dire que je peux faire la comparaison avec ceux du Castellet. Il y a une sacrée différence. Et puis surtout, si on peut comparer ces trois circuits, si on peut se le permettre, c'est l'accès au circuit même. Parce qu'au Castellet, c'est très mal placé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2018-2019, on se plaignait qu'il y avait énormément de bouchons. Mais il y a de quoi, parce que pour accéder au Castellet, c'est des routes de montagne. Vous n'avez pas une autoroute qui dessert au pied du circuit. On n'est pas à Manicourt. Le Castellet, c'est de la route de montagne. Alors, pour des voitures, voilà. Mais alors, pour des camions, ça devient très compliqué. Ouais, et ça me rappelle quand même des souvenirs, parce que c'était quoi? Je crois que c'était une course de Peugeot. Ouais, je vous raconte ça parce que, voilà, genre oui, c'est une course de Peugeot. On a mis 3 heures à sortir du Castellet parce que juste en bas du circuit, il y a un parc d'attractions et il y avait un bouchon monstre. Parce qu'il y avait des personnes qui étaient en train de faire un constat. Et nous, avec le camion, on était bloqués. Alors c'est pour vous dire que le Castellet, c'est un très beau circuit. Et par contre, pour y accéder, c'est pas ça. Mais pas du tout. Limite, si vous avez le 06 de Michel Drucker qui vous dépose en hélicoptère, c'est le must. Mais vraiment. Bref, on est quand même là pour parler de Formule 1 et on va d'abord commencer par les qualifications. C'est maintenant. Les qualifications bien animées au Castellet avec les résultats bruts de la séance
Max Verstappen en pole, la 5e en carrière devant la Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. 4e, on retrouve Sergio Perez devant Carlos Sainz et Pierre Gasly. Charles Leclerc 7e sur la 2e Ferrari, suivi de Lando Norris. Fernando Alonso s'intercale entre les McLaren puisque Daniel Ricciardo est 10e sur la grille. Dans la deuxième partie, on retrouve Esteban Ocon devant Sebastian Vettel et Antonio Giovinazzi. George Russell 14e de la séance devant Mick Schumacher, on va en parler. Derrière, on retrouve Nicolas Latifi devant Kimi Raikkonen et Nikita Mazepin. Lance Stroll et Yuki Tsunoda n'ont pas de chrono à leur actif. Et on va commencer par ces pilotes sans chrono, puisque l'on retrouve Schumacher, Tsunoda et Stroll. Et il y a une bonne raison à cela, bien sûr. Alors, déjà, on a 2 de ces pilotes qui ont causé un drapeau rouge, et le 3e en fut la victime. Sur le banc des accusés, je demande Yuki Tsunoda, car c'est à lui que l'on doit la première interruption après une perte de sa voiture et de son train arrière au S de la Verrière. En résumé, au virage 1 et 2. Le japonais, trop à la corde, carrément monté sur le vibreur, on va pas se mentir, on l'a bien vu, il va se retrouver déséquilibré et il va perdre le contrôle de sa machine. Et c'est une erreur de débutant, tout simplement. Voilà. Alors, c'est moins grave qu'à Imola, certes, où il a carrément ruiné sa voiture. Mais c'est une erreur qui risque de peser que ce soit pour les critiques ou pour les décisions de ses patrons. Ouais. Il faut pas oublier une chose. Tsunoda découvre encore la Formule 1. Alors, c'est dur à dire, c'est vrai, mais c'est la vérité. Et surtout, redécouvrir le circuit du Castellet après avoir roulé dans une Formule 3 de 400 chevaux, il y a 2 ans, avec une Formule 1 aujourd'hui, c'est un sacré cap à franchir, mais vraiment. De plus, il a tenté de repartir, mais selon lui, ça n'a pas fonctionné. Il a même peur d'avoir cassé la boîte de vitesse. Après, le choc n'était pas si violent que ça si on regarde bien. Mais déjà, vu comment la voiture a vibré avant d'aller taper, ah oui, attention, ça vibrait pas comme ça vibrait dans tous les sens, Bon, apparemment, il n'y a pas encore trop de dégâts apparents, si ce n'est quand même léger, mais boîte de vitesse bloquée, ça sera à suivre juste avant la course. Ça, c'était pour la première neutralisation. La deuxième, en toute fin de Q1, est accréditée à Mick Schumacher, ici présent, pas du tout. Et honnêtement, c'est regrettable car il tenait un possible ticket pour passer dans la Q2, la deuxième partie de la séance. Et on va pas se mentir, pour dire que Mick Schumacher n'a pas vécu 2 dernières courses tranquilles, entre des erreurs à Monaco, où il casse 2 fois sa voiture, et puis à Bakou, où il a failli s'accrocher avec son coéquipier, et en plus ici, sur un circuit plus conventionnel, on aurait pu penser qu'il y ait du mieux. Il y en a certes, mais ici également c'est une erreur de débutant. Il va partir à la faute dans le virage 6, un train arrière qui se dérobe, c'est la Haas, sauf qu'il va rester sur les gaz, et la suite, je laisse deviner, ça termine dans les rails. 2 drapeaux rouges, ce qui va relancer le débat qu'on a eu après le Grand Prix de Monaco, mais surtout, une victime qui peut s'en mordre les doigts. C'est Lance Stroll. Il peut regretter, vraiment. Parce que le pilote canadien n'a tout simplement pas respecté les limites de la piste dans ce fameux virage 6. Et la sentence est tombée, le chrono est effacé, il faut tout recommencer. Et ce qui est dommage pour lui et pour d'autres, car avec Stroll, on peut s'y rajouter Raikkonen et Latifi qui ont amélioré leur chrono et qui n'ont pas pu aller au bout de leur effort. Et bon, avec Desi, on aurait pu imaginer un passage en Q2 à la régulière pour une Haas et pour la première fois cette année. Bon, ça ne sera pas encore pour ce week-end. Enfin, si, dans les statistiques, on verra, attendez, il y a une Haas en Q2 à ce moment-là. Mais quand on regarde dans le détail, c'est autre chose. Revenons plus haut sur le peloton avec la bataille pour la pole qui se jouait à 4, puis à 3, et puis ainsi de suite. Non, ça s'est quand même bien battu en qualification pour la pole entre les Red Bull et les Mercedes. La bataille s'est faite de 10e en 10e, quand aux essais on parlait quand même de millième. Ça a laissé une bonne incertitude quand même. Et puis finalement, c'est les pilotes hollandais et sa Red Bull qui ont fait la différence. Et quelle différence, parce que c'est le seul pilote à être passé sous la barre de la minute 30 dans ce week-end français. Et je pense que ça restera le seul malgré les meilleurs tours en course. Je peux vous dire que ça s'annonce très chaud au départ de ce Grand Prix. Et surtout, il faut se souvenir
de ce qu'a fait Verstappen sur Hamilton au premier virage en Espagne. Alors, est-ce que l'anglais pourrait nous refaire la même à ce départ au Castellet? Peut-être. Et puis en plus, ce S de la verrière, ce premier virage, il est très abrupt, ça peut vraiment être mouvementé au départ. Derrière nos deux pilotes, on retrouve un Bottas revenu en forme. Il faut dire que les pilotes Mercedes ont échangé leur châssis ce week-end. Alors, est-ce qu'il y a une cause à effet? C'est peut-être possible, mais bon. Il faut confirmer en course, c'est le plus important, voilà. Et puis sinon, hormis ce retour à la normale, hein, si on peut dire, on voit un midfield qui va se battre avec les couteaux entre les dents. Déjà, on retrouve les Ferrari bien en forme par rapport à leurs propos. On a des McLaren et des Alpines qui vont sûrement se battre entre elles en course. Et puis on a Pierre Gasly. Encore un bon résultat en qualification pour le Normand. Il est sur la 3ème ligne pour la 4ème fois de la saison. Ça monte en gamme, hein. C'est pour ça que ça va s'annoncer intéressant avec tout ce beau monde pour le Grand Prix. D'ailleurs, ce Grand Prix, il y a une grille de départ. Là voici, on se retrouve juste après. Il a plu pendant la nuit et aussi pendant la course de Formule 3 qui a eu lieu avant midi. Bien intéressante en plus cette course de Formule 3. Bon. C'est donc une piste nettoyée que les pilotes vont découvrir dans ce dimanche de course avec une météo qui devient de plus en plus stable. En plus on a eu du soleil. Donc Madame Soleil pour la météo. Et puis je vous disais que le premier virage sera intéressant. Eh bien ce fut le cas. Le train arrière de Verstappen qui fait faux bond à son pilote et qui oblige de couper et de laisser la tête de course à Hamilton. La piste est lavée par la pluie et je l'ai dit, on a pu voir que les pneus dans la mise en grille étaient marqués. Il n'y a plus de grip sur la piste. On entend même les pilotes se plaindre du manque de grip sur celle-ci. Ou alors des pneus qui surchauffent, qui commencent à avoir du graining. Vous allez voir que c'est encore pire qui va en prendre pour son grade. Ça va commencer même à être gonflé. Sans mauvais jeu de mots. Et il faudra attendre les arrêts au stand pour voir un mouvement en course avec la stratégie qui se met en place. Leclerc et Ricciardo vont s'arrêter dans la fenêtre théorique des arrêts. Et ça a payé parce que ces deux voitures ont réussi à repasser devant Sainz et Gasly. Deux intercoms qui ont fonctionné très facilement et ça a donné des idées pour les équipes leaders. Bottas est le premier à s'arrêter et il a pu se rapprocher de Verstappen au tour suivant quand ce dernier a marqué son arrêt. Mais rapprocher ne veut pas dire passer. Et ça, Mercedes va l'apprendre à ses dépens quand c'est le moment de l'arrêt d'Hamilton. L'arrêt de l'anglais est parfait, il n'y avait rien à dire. Ce n'est pas le problème. Mais nos deux pilotes qui se battent pour le titre ressortent côte à côte pour le premier virage. Et c'est Verstappen qui reprend son bien. Mercedes qui refait encore une erreur stratégique dans une course qu'elle avait en main. Et vraiment, elle avait la course, voilà, la course elle est là, hop, elle est plus là. Et c'est un peu étrange encore une fois. Parce que déjà j'espère qu'ils n'ont pas oublié que les stands étaient limités à 60 km/h en Castellet. Parce que oui, les stands sont tellement étroits qu'ils sont obligés de limiter la vitesse par rapport aux 80 km/h habituels. Et en plus, elle est longue cette voie des stands, elle est très longue. C'est ça quand t'as des courses d'endurance. Et franchement, sur le coup, on se dit que Mercedes a fait un arrêt pour Hamilton un tour trop tard. Mais vraiment. Du coup, ça rabat les cartes. Et plus encore à la fin du 31e tour. Parce que Verstappen, bon leader, les deux Mercedes derrière, et bien voilà qui s'arrête à nouveau au stand pour une deuxième fois et chausser une nouvelle gomme. Des pneus médiums, vu que tout le monde était reparti sur des pneus durs. Et là, on sent que Red Bull a retenu une leçon de Mercedes. Hors de question pour eux de se laisser encore avoir comme en Espagne. Vous vous souvenez du Grand Prix d'Espagne? Départ parfait d'Hamilton, Verstappen qui se reprend, course à un seul arrêt stratégique, et qui surprend tout le monde? Mercedes. Si, allez revoir la course, et allez revoir le débriefing aussi. Alors c'est bien beau de retenir une leçon. Il faut encore que ça marche,
comme la radio, parce que il y a un moment, la radio n'a pas fonctionné chez Red Bull. Et même chez Mercedes, ils ont eu le même problème. Et remarquez, on gère mieux la radio chez les Allemands. Europa approuve cette gestion. Pour revenir à Verstappen, qui lui revient très vite sur Bottas, qui va même le passer d'un signe avec la manière. Bah, le Finlandais l'a même aidé vu qu'il est parti à la faute en tentant une défense un peu bizarre dans la chicane nord du Mistral. Le pire, c'est pas que quand Bottas se fait passer par Verstappen, et même après par Perez, c'est quand on l'entend à la radio en colère. Ah oui, il était énervé le Finlandais. Il comprenait pas pourquoi on ne l'écoutait pas. Bon, bah son stand a compris. Oui, on a compris. Bon, Valtteri, hein, tu t'es, il y a une course à faire. Non, Valtteri, Bottas il était énervé, puis c'est tout, voilà. Bon, dessus je le comprends, on reviendra après sur le débrief des équipes. Mais très honnêtement, sur le coup, Mercedes a perdu gros. Oh oui. Et ce qui va nous intéresser sur la fin de course, c'est cette remontada de Verstappen, et qui remonte à un rythme infernal, qui va même aller chercher Hamilton à 2 tours de la fin, sans forcer. Parce que Hamilton ne va même pas défendre. Il le sait, ça ne sert à rien. Ce qui donne ce résultat de la course. Max Verstappen en vainqueur dans le VAR devant Lewis Hamilton et surprise de Sergio Perez. Quatrième, Valtteri Bottas devant les McLaren de Lando Norris et Daniel Ricciardo. Pierre Gasly 7ème devant Fernando Alonso et les 2 Aston Martin de Vettel et Stroll. Et le meilleur tour, il est pour Verstappen. Quelle course au Castellet, franchement. On s'est régalé. Une nouvelle fois, une course stratégique dans quelque chose qui s'annonçait ennuyeuse, surtout du côté des tuitos sanonanesques anglais, hein. Franchement, on s'est régalé, il y a eu de belles batailles, il y a eu de belles tentatives, il n'y a rien à dire, c'est tout. On a eu une excellente course au Castellet, le spectacle était vraiment au rendez-vous. Et je pense que pour les personnes qui ont pu y assister en vrai, je pense qu'ils en ont eu pour leur argent. Très honnêtement, je pense même qu'au Castellet, on a franchi un cap. Et ça, on va le voir dans le bilan des équipes. On va commencer par les champions du monde. Il y a beaucoup à dire déjà sur leur cas. Donc, Mercedes, on va commencer par eux qui auraient pu vraiment gagner cette course après avoir vu l'erreur de Verstappen. Et pourtant, ils ont fait l'erreur stratégique de ne pas avoir suivi Red Bull, tout simplement. Et c'est dommage parce que ils avaient surpris Red Bull en Espagne. Sur une course pareille, où on a annoncé qu'un seul arrêt au stone, ils ont surpris et finalement, les rôles sont inversés le temps d'une course. Ce qui est totalement surprenant. Je sais que là, on a eu 2 grands prix en ville qui étaient très compliqués pour Mercedes. Et là, de voir cette erreur stratégique chez Mercedes, c'est surprenant. Ils n'ont pas eu l'idée de dire tiens, Verstappen s'arrête, on va peut-être essayer de couvrir. Ou alors, pour eux, c'était inenvisageable. Et même, peut-être que même s'ils se seraient arrêtés, ils se sont dit si on s'arrête, on va perdre, et si on s'arrête pas, on va perdre quand même. Donc, ils devaient, quoi qu'il en soit, tenir jusqu'au bout. Franchement, Mercedes qui tombe dans un piège pareil, c'est étonnant. Il y en a bien un seul qui est resté sport dans l'équipe, c'est Hamilton. Il est resté calme. On l'a vu dans les 2 derniers tours. Il n'a pas insisté, il était correct, il était bien, voilà. C'est le seul qui arrive à être sport. Normal, c'est lui qui a son titre à défendre. Par contre, pour son coéquipier, Bottas, il était présent, faut le dire. Il a tenté de s'en sortir, il était même dans le rythme d'Hamilton au début de course. Et on l'a entendu en colère dans la radio. Lui qui disait, je vous avais dit qu'il fallait faire un 2e arrêt au stand, que son équipe l'a un petit peu envoyé balader. Quand on l'écoute, on dirait qu'il est plus écouté. Et il a raison. Bottas n'est plus écouté par Mercedes. Alors je sais qu'il y a toutes ces rumeurs comme quoi Bottas il va être remplacé par Russell en 2022 ou même dans les prochaines courses. Déjà, cette idée paraît bien étonnante, mais
Ça prouve qu'il y a une fracture entre un pilote et une équipe. Et la fracture, on avait beau essayer de la cacher, l'éviter. Ah, là, je crois qu'on peut plus la cacher. On peut plus. On peut plus la cacher. Elle est bien réelle. Il y a vraiment une fracture entre Bottas et Mercedes. Je sais que Bottas ne fait pas sa meilleure saison dans l'instant T. Mais Mercedes va pas l'aider non plus. Hein, on va pas se mentir. Et ça, par contre, c'est grave. Il faudra faire quelque chose. En tout cas, dans le bilan, on peut sentir que vraiment Mercedes n'est plus maître de son destin. Complètement déstabilisé sur tout un week-end. Il y a le feu chez Mercedes. Faut pas dire non, il y a le feu. Masterclass. Encore une fois. Ah bah, que voulez-vous dire en plus sur eux? Un premier hard track pour Verstappen en carrière. Verstappen sur le podium. Ils ne sont retenus en Espagne sur la stratégie. Bah oui, Red Bull a rendu une copie parfaite. Voilà, tout simplement. Y a rien à dire, ok. Bon, Verstappen il fait une erreur au départ dès le premier virage. Mais bon sang, il a cravaché pour aller chercher cette victoire. Il a cravaché, il a travaillé. Il a même ressorti la CB il y a un moment. Mais c'est fort de la part de Red Bull. C'est complètement maîtrisé. Il maîtrise la situation en long, en large, en travers. Voilà. Ça prouve qu'ils sont vraiment en grande maîtrise dans cette saison et qu'ils ont vraiment toutes les cartes en main. Mais vraiment, le travail est juste remarquable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On passe à McLaren qui avait un bon rythme en course malgré des pneus qui se marquaient dans ce premier relais. Même aussi pour eux, ils ont réussi une excellente course. En plus, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils allaient faire avec la stratégie de Norris qui était bien décalée. Et bien pourtant, elle a été payante pour son classement, 5e en course. D'ailleurs, Lando Norris est pour l'instant le seul pilote à avoir marqué des points depuis le début de la saison. Pas un seul abandon. Toujours des top 10, tant mieux. Et puis, j'annonçais quand même un duel Alpine-McLaren. Bah, ce duel, il n'a pas eu lieu puisqu'il manquait un adversaire, voilà. Il manquait quelqu'un. Mais sinon, dans l'ensemble, une très bonne course pour McLaren qui rendait hommage à Mansur J qui est parti il y a 15 jours maintenant, un dimanche matin de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Non, une très bonne course pour McLaren. Et aussi un très bon classement pour Ricciardo qui termine peut-être derrière son coéquipier, mais qui enfin était au rendez-vous. Et ça fait plaisir. Et vous verrez qu'au classement, il commence à prendre une sérieuse option. Ça fait vraiment plaisir pour McLaren. 0 point pour Ferrari. Malgré la bonne qualification samedi, Ferrari n'avait pas le rythme. Pourtant, la stratégie était bonne, mais la voiture a été loin. En fait, la voiture a tous les pneus, tout simplement. C'est les pilotes qui le disent. Ils admettent que rien n'a fonctionné en course. Ils ne comprennent pas pourquoi. C'était vraiment la pire course qu'ils ont vécue. Et c'est un peu bizarre parce que oui, les Ferrari qu'on disait pas au rendez-vous, finalement, elles n'étaient pas au rendez-vous. Mais on ne pensait pas le temps d'une journée. Enfin, vous me direz, entre les essais, les qualifs, la course, il y a tout qui peut changer. Mais alors là, c'était direct. Hein, on a vraiment vu des Ferrari sombrer dans ce Grand Prix. Et je trouve ça dommage parce que je pense que ils auraient quand même pu marquer des points après une bonne qualification. Et bon, les points, on les marque en course. Une course moyenne pour Alpine, qui comme Ferrari n'a pas été dans le rythme, mais qui a réussi à s'en sortir avec Alonso. Je pourrais dire heureusement, mais bon. Ocon était complètement loin sur une stratégie plus ouverte pourtant, mais il n'était pas vraiment dans le coup dans la course. C'est vraiment la douche froide pour l'équipe française qui a manqué son rendez-vous à la maison. Ah, ils étaient excellents en essai, en qualif, allez, c'était moyen, mais alors en course, pas terrible. Très honnêtement, ça s'annonce mauvais pour eux, c'est limite, c'est très mauvais pour les prochaines courses. Là, on va avoir 2 courses sur le circuit de Spielberg, et je pense pas que la voiture sera à son avantage. Même si elle est là en essai,
elle n'est pas là en course. Il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. Puis même quand on voit la stratégie que Alonso a des pneus morts qui demandent à passer au plan B, mais que ça met trop de temps à se mettre en route, ça devient compliqué pour l'équipe normande. Une bonne course pour AlphaTauri qui a pu marquer des points encore une fois, et c'est grâce à Pierre Gasly, encore une fois. Et aussi une bonne remontée de Tsunoda, même s'il termine un peu loin, mais une bonne remontée après être parti des stands. Non, c'était bien. Ça montre que la voiture fonctionne encore mieux qu'avant, que Gasly est vraiment un bon leader pour l'équipe, et que ça va être à surveiller pour le futur double leader autrichien. Et je pense que là, peut-être que la voiture pourrait faire quelque chose là-bas. Et même ses pilotes. Parce que déjà bon, Gasly, c'est sûr, il connaît la voiture, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour Tsunoda, ça pourrait vraiment l'aider à progresser. Savoir qu'il va avoir 2 fois plus de roulage que la normale sur un sur les mêmes circuits. Ça peut être intéressant. On espère. Aston Martin qui nous sort encore une excellente stratégie et qui place encore une fois ces 2 voitures dans les points. Alors là, c'est vraiment la bonne performance depuis le Grand Prix de Monaco. Et on voit même que Vettel, il y prend goût. Ça nous fait plaisir de le voir revenir en forme. Ça confirme son retour. Une très belle course pour lui et aussi pour Stroll avec une stratégie bien décalée qui est parti dernier sur la grille. Bah, vous savez quoi, on retrouve vraiment l'esprit Force India Racing Point. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Puis, moi qui les annonçais loin pour le week-end, bah finalement, non. Aston Martin est au rendez-vous et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Une course pas très réussie pour Alfa Romeo. Les voitures, malheureusement, terminent loin pour l'équipe de Henville. J'ai pas grand-chose à dire sur eux. C'est un peu dommage. On espérait plus, bien sûr. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, bah, ça sera partie remise en Autriche, en espérant une bonne course. Puis, faut espérer. Une bonne course pour Williams. Oui, même si Russell termine 12e, c'est une excellente course. Ils sont peut-être loin, je suis d'accord, mais bon, quand même, sur un circuit qui est venteux, ici, il y a quand même une bonne performance, et ça fait plaisir. La voiture a bien réagi. Voilà, c'est bien, il n'y a rien de plus à rajouter. Voilà, même pour Latifi, bah, il n'y a rien à dire. Bon, bah, As dernière, pareil, il n'y a pas de choses concrètes à dire sur eux, à part que Mazepin a pas voulu ouvrir la porte à son coéquipier, mais bon. C'est Mazepin, on ne pourra pas changer quoi. Mais voilà, c'est hormis la qualification de Schumacher, plus ou moins réussi, il n'y a pas grand chose à retenir. Tant pis. Ça c'était pour le bilan des équipes. On passe tout de suite au bilan. Ça c'était le bilan des équipes. On passe au classement pilote et constructeur. Ça commence à prendre le large pour certains. Oh que oui, on y va. On commence avec le classement des pilotes. Max Verstappen 131 points, leader du classement devant Lewis Hamilton qui en compte 119. Sergio Perez 3ème avec 84 points devant Lando Norris qui en compte 76 devant Valtteri Bottas qui en compte 59. Derrière le Finlandais on retrouve les pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz séparés de 10 points chacun, 52 à 42. Pierre Gasly 8ème avec 37 points devant Daniel Ricciardo qui en compte 34 et Sébastien Vettel qui en compte 30 pour le top 10. En deuxième partie, on retrouve Fernando Alonso avec 17 points devant son coéquipier Esteban Ocon qui en compte 12. Lance Stroll 13ème avec 10 points devant Yuki Tsunoda qui en compte 8. Les pilotes Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi sont toujours 15ème et 16ème avec leurs points marqués. Toujours pas de points pour George Russell, Mick Schumacher, Nikita Mazepin et Nicolas Latifi. Et du côté des constructeurs, c'est l'envolée de Red Bull avec 215 points en tête du championnat devant Mercedes qui en compte 178. Troisième, on retrouve McLaren avec 110 points face à Ferrari qui en compte 94. AlphaTauri reprend un peu d'air face à Aston Martin, 45 points à 40. Alpine toujours bloqué à la 7ème place avec 29 points devant Alfa Romeo qui en compte toujours 2. Williams et Haas sont toujours à 0 points marqués, 9ème et 10ème. Voilà pour le débriefing du Grand Prix de France, qui on espère ne sera pas le dernier. Oui. Le contrat va jusqu'en 2022 et sera donc à renégocier pour jouer les prolongations pour la suite. Ce qui serait
Génial quoi. Et vu comment ça va se bousculer pour être dans les futurs calendriers, vu qu'on annonce quand même jusqu'à 23, 24, 25 courses, hein, ça s'annonce compliqué. Surtout aussi les candidats qui prétendent avoir une course. Récemment, le maire de Londres. Bon, il faut pas oublier que les places coûtent cher. Très cher vu qu'on estime le contrat entre le Castellet et la F1 à une hauteur de 20 millions d'euros environ. Et puis, ce qui fait le cas particulier du Grand Prix de France, c'est que ce n'est ni le pays, ni la fédération automobile du pays qui est aux commandes de la course. Non, non. Pour rappel, c'est un GIP, un groupement d'intérêt public. Alors, ce type d'organisation permet d'avoir des investissements publics et privés pour l'événement. Et ce qui permet aussi d'avoir des retombées au niveau local. Bon, bah tant mieux pour eux. Mais en clair, c'est la région du circuit qui profite plus de l'événement, ce qui est tout à fait normal quand un grand événement est organisé et a une retombée financière locale. Et dans ce GIP, on retrouve plusieurs personnalités du milieu politique. Pour vous en citer deux, Renaud Muselier, Christian Estrosi. Oui, je sais, il y a pas longtemps ils ont fait parler d'eux, mais bon, on n'est pas là pour parler politique, hein, c'est pas le but. Mais ça veut montrer que ce modèle économique, déjà avec ces deux personnalités dans ce groupe, va le rendre très fragile. Mais vraiment. Il se pourrait donc que le Grand Prix en fasse ses frais, que les contrats ne soient pas renouvelés et que personne n'y vienne en aide. D'ailleurs, quand on a quand même des indices sur l'avenir de la course, hein. Des indices brutals. Bah déjà, le Grand Prix de France qui voit sa date avancée d'une semaine par la FOM sans préavis aux discussions, le courant du mois de mai, ça pique quand même. Et il y a aussi l'année dernière, où avec la crise sanitaire, la course fut annulée très rapidement. Car pour vivre, la course a besoin d'une billetterie. Bon, alors comme tout le monde, vous allez dire. Mais si en 2021, le public était interdit, pas sûr que l'on aurait eu un Grand Prix de France ce week-end. Même si la F1 disait que la course aurait pu se faire quoi qu'il arrive à huis clos, ça serait non parce qu'il n'y a pas d'entrée d'argent dans les caisses. Je sais, c'est hideux ce que je raconte, mais c'est triste à dire que c'est la vérité. Vous voyez que le modèle économique de GIP pour un Grand Prix de France, pour un Grand Prix de Formule 1, est fragile. S'il y a un intérêt économique, il y a aussi un intérêt politique. Et de toute façon, si on regarde dans toute l'histoire du Grand Prix de France de Formule 1, ce Grand Prix a toujours croisé la route de la politique française. Et en mal. Ça serait même intéressant de s'y plonger dedans. Oh que oui. Et c'est complètement triste à dire parce que du coup, cela fait passer l'intérêt sportif au second plan. Et même si on a une ferveur pour nos pilotes français, notre équipe française, les personnalités francophones du paddock, eh bien cela ne suffira pas à garder la course à long terme. C'est très important à préciser. Vous pouvez mettre de l'effort pour supporter votre pilote favori, votre équipe favorite. Ça ne servira à rien, surtout en France. Vous comprenez pourquoi je suis un peu pessimiste pour la Formule 1 en France, mais malgré tout j'ai envie de rester optimiste parce que on a quand même des beaux circuits. On a quand même un championnat qui reprend de l'ampleur. On a quand même eu un vainqueur français. Et pourtant, il n'est pas sûr que le Grand Prix de France continue en Formule 1 dans les prochaines années. C'est pas sûr qu'on retourne... c'est peut-être même pas sûr qu'on retourne au Castellet en 2022. Encore moins à Manicourt. Après, je sais qu'il y a d'autres circuits en France. Je vais peut-être citer Le Mans. Je vais citer d'autres circuits qui n'ont même pas les normes... comme les Denon, Nogaro, le Dijon. On a beau avoir des grands circuits, on a eu des grands circuits même dans l'histoire de la Formule 1 en France, on fait partie quand même du patrimoine automobile mondial, et pourtant, on est malmené par l'avenir du Grand Prix, ce qui est vraiment dommageable. Vraiment dommageable. D'ailleurs, donnez-moi votre avis sur l'avenir du Grand Prix de France, du Grand Prix qu'on a même vécu, savoir de ce que vous en avez pensé. En attendant, cette vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour le prochain Grand Prix. On ira en stérie.
D'ailleurs, si vous trouvez l'astérisque sur la carte, vous m'appelez parce que moi, je cherche encore. En attendant, merci à vous. N'hésitez pas encore à partager, à commenter la vidéo, à suivre Starter sur YouTube, sur les réseaux. Encore, merci. Salut Filou et à bientôt.